Bonjour à tous, bienvenue dans Coulisses Réussite, la chaîne YouTube. Après cette intro digne d'un film hollywoodien, je vous propose d'entrer dans les coulisses d'une histoire qui, elle, a tout d'un film américain. Il s'agit tout simplement de la plus grande escroquerie de tous les temps, l'arnaque à la taxe carbone. Si vous voulez tout savoir sur cette histoire, vous n'êtes pas au bon endroit. Il y a un documentaire Netflix qui l'a fait bien mieux que moi et qui finalement dit tout sur cette histoire. Non. Ici, vous êtes là pour entrer dans le cerveau du cerveau. Monsieur Grégory Zaouï. Il a été désigné par les journalistes comme étant le cerveau et l'inventeur de cette escroquerie. Et je vous propose aujourd'hui de découvrir son cheminement d'esprit. Pourquoi il a fait ça? Comment? Quel était son état d'esprit à l'époque? Où est passé l'argent? Enfin, finalement, toutes les questions qui n'ont pas encore été répondues dans cette affaire et de tout simplement entrer dans les coulisses de la plus grande arnaque de tous les temps. C'est parti, c'est Coulisses Réussite, la chaîne YouTube. On plante le décor, nous sommes aujourd'hui à Paris dans un célèbre hôtel de luxe avec une personne qui, je pense, vous avez entendu parler pour toutes les raisons que je viens de vous citer dans l'introduction. J'ai nommé Monsieur Grégory Zaouï. Bonjour Grégory. Bonjour Johan. Comment allez-vous? Ça va très bien, je vous remercie. Une belle montre, une belle voiture, un bel appartement. Finalement, quand on gagne beaucoup d'argent, l'échec ne se voit pas. Bah écoutez, moi j'ai envie de vous répondre que j'ai eu tout ce que vous venez de citer et ça a fini par un échec. Et c'était basé sur un échec. Parce que lorsqu'on prend la direction que j'ai prise, ça ne peut inévitablement que mal finir. Bon, en ce qui me concerne, j'ai eu la belle montre, j'ai eu la belle voiture, j'ai eu le bel appartement, même en plusieurs exemplaires on va dire. Mais c'était basé à la base sur où j'allais dans le mur avec tout ça. Ce que je peux vous raconter, c'est en gros l'histoire du carbone, puisque c'est ça qui a mis surtout la lumière sur moi et sur mon histoire et sur ce que j'ai fait. J'ai été condamné, le terme exactement de ma condamnation, c'est que j'ai été condamné comme étant l'ingénieur et le concepteur de la fraude à la taxe carbone. Le cerveau, ouais, c'est ça. Alors, c'est pas ce qu'ont dit les magistrats, mais les magistrats ils ont dit voilà, c'est l'ingénieur concepteur de la fraude à la taxe carbone. Et après, quand ça a été repris dans la presse, la presse titre accrocheur, le cerveau, ok. Notamment sur Netflix et compagnie. Ok. Mais si c'est à refaire, je ne le referai pas. Il n'y a qu'une seule chose que je referai. Si c'est à refaire, c'est la fille que j'ai, ma petite fille aujourd'hui qui a 11 ans, la dernière, que j'ai conçue pendant cette période-là. C'est la seule chose que je referai. Sinon, tout le reste, je le laisse à d'autres. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de cette starification que vous avez? Je suis pas une star, on me reconnaît dans la rue. Et ce qui m'étonne, c'est qu'on me reconnaît souvent en moto quand j'ai mon casque. Je dis, c'est ça, je me mets avec le casque, putain, c'est incroyable. Qu'est-ce que j'en pense? D'abord, ça me fait plaisir parce que j'ai quasiment tout le temps, c'est que des messages de bienveillance et de sympathie. On est un peu considérés comme des Robins des Bois. Mais je précise que l'argent, on ne l'a pas prise pour la donner à des pauvres. Hein. Enfin, moi, en ce qui me concerne, même si j'ai aidé pas mal de personnes, mais ce n'était pas le but, en vrai, en toute honnêteté. Hein. C'était dans le but d'un enrichissement personnel, pour moi et mes proches. Mais le côté Robin des Bois, pourquoi? Parce que les gens ils vous disent, c'est l'État. L'État, moi, les 2 premiers selfies que j'ai fait dans ma vie, c'est à des policiers. Et d'ailleurs, le premier, c'était un policier au palais de justice, quand je me suis rendu... volontairement le 6 février 2019 à la porte de Clichy là-bas. Et le second, c'était un commandant de police d'un service de la brigade financière de Paris. Et je lui ai dit, mais tu me demandes un selfie, tu sais ce que j'ai fait quand même. Il m'a dit ouais, mais dans nos services, t'es un héros et nous, l'État, il nous baisse tous les jours au quotidien. Quand il y en a un qui arrive à les baiser, on est content. Moi, j'ai été condamné, si vous voulez, définitivement à 12 années de prison, c'est une peine à 2 chiffres, hein, quasiment une peine de criminel, qui ont été confusionnées à 8 ans. Et sur les 8 ans, j'ai fait à peu près 5 ans de détention plein. Je ne suis pas fier du tout de ce que j'ai fait. Si c'était à refaire, je ne le referais absolument pas, c'est très important de le dire. Mais aujourd'hui, si vous voulez, ça me permet, cette histoire, et le documentaire Netflix me permet de rebondir et de passer à autre chose.
et d'aller vers une voie artistique qui n'est pas déplaisante du tout. Et surtout tourner une page définitivement. Et je voudrais revenir sur ce que vous avez évoqué tout à l'heure pour les montres. Quand j'ai été dans ma période fastueuse, comme vous pouvez l'imaginer, j'ai touché l'excellence dans plein de domaines. Je suis amateur de beaux objets et j'avais des comptes ouverts en tant que client dans les plus grandes maisons du monde, notamment chez Patek Philippe. Assez récemment, j'ai un membre de ma famille qui m'a contacté, qui m'a dit écoute, est-ce que tu as été client chez Patek Philippe? Je lui ai dit oui, effectivement, je l'ai été. Il m'a dit est-ce que tu peux essayer d'obtenir une montre que je te financerai, qu'on pourrait revendre parce qu'actuellement, il y a un engouement sur la marque qui est assez impressionnant, puisqu'il y a des listes d'attente qui sont en fait des listes de souhaits qui vont jusqu'à entre 8 et 10 ans pour certains modèles. Il m'a dit si tu pourrais en avoir une et qu'on pourrait la vendre assez rapidement. Je me suis rendu sur place, à la place Vendôme, où j'avais mes bureaux d'ailleurs au 10 place Vendôme, juste au-dessus. Et j'ai dû prendre rendez-vous, parce qu'on ne peut pas rentrer comme ça, il faut prendre rendez-vous. Il faut d'abord être client de la marque, ils ont un registre de tous leurs clients. Et j'ai eu ce rendez-vous, et puis lorsque j'ai été voir leur montre, j'ai essayé une montre, et une montre qui valait à peu près 60 000 euros au prix Patek Philippe, et catalogue, qui vaut certainement beaucoup plus quand elle sort du magasin. Bah, écoutez, je vais faire un aveu, ça ne m'a procuré aucune émotion. Ça ne me fait plus rien. Pourquoi? On dirait que j'ai été vacciné, c'est dans l'air du temps. C'est plus ça qu'ils peuvent donner aujourd'hui de l'émotion. C'est pas qu'elle n'était pas assez chère, hein, c'est pas ça du tout. Enfin, moi aujourd'hui, une Apple Watch me va parfaitement. Moi, si c'est une Hermès, encore mieux. Mais c'est un truc qui m'est passé complètement. Qu'est-ce que vous vous dites? Vous savez que vous fraudez au moment où ça se passe. C'est quoi le sentiment? Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous vous dites qu'il faut tout arrêter? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Alors, la peur, je l'avais en permanence. Je pense que je me réveillais tous les matins à 5h30, avant l'heure fatidique de la police, qui est 6h du matin, par réflexe, pour ne pas être surpris. Je me dis si jamais il venait. J'avais toujours cette crainte. Mais d'un autre côté, et c'est là où j'ai fait une erreur d'évaluation, parce que quand on parle de 5-7 milliards d'euros, c'est le montant de la TVA éludée. Ça veut dire ça, c'est 20% seulement du chiffre d'affaires. Bien sûr, ouais. Ça veut dire qu'en vrai, quand vous envoyez la totalité du chiffre d'affaires, c'est colossal. Ouais. On parle en milliards d'euros. Et on est en 2008. Hein. Donc moi, ce que je me disais, c'est tellement énorme que une banque d'État comme la Caisse des dépôts puisse faire des erreurs pareilles, enfin laisser faire un truc énorme. Je me dis, le jour ça va éclater, ils vont mettre la poussière sous le tapis, ils vont tout faire pour noyer le poisson dans l'eau. Et c'est là où je me suis totalement... Enfin, d'abord, je me suis trompé de l'avoir fait, il ne fallait pas le faire. Et deuxième erreur, c'est d'avoir évalué de cette manière. Me dire que c'est tellement gros que ça, on va passer au travers. Vous avez encore, à ce moment-là, la notion vraiment de l'argent, ou quand on trimballe des sommes astronomiques comme ça, est-ce qu'un billet, c'était un billet finalement, ou est-ce que ça avait plus de valeur au bout d'un moment parce que c'était trop, quoi? Bah écoutez, je vais certainement vous surprendre, mais c'est plutôt les gens autour de vous qui ont plus la valeur. Parce que, vous voyez, un téléphone, un smartphone, ça vaut entre 1000 et 1500 euros selon sa capacité. Mais ça reste une somme, 1000 ou 1500 euros. Bien sûr, ouais. Si à cette époque-là, quelqu'un venait me voir d'un membre proche de ma famille ou un proche tout court qui vient me voir et me dit est-ce que tu peux m'acheter un téléphone? Oui, lequel? Je voudrais celui-là, le dernier iPhone qui vaut 1000 balles, 1500 balles, enfin peu importe. Écoutez, si je refusais, vous savez ce qu'il me disait? Mais c'est rien pour toi. Ce qui était le cas. Oui, mais ça se dit pas, si vous voulez, parce que oui, ça n'enlève pas la valeur. Tout à fait. 1000 euros, c'est une. Enfin, moi, j'avais cette conscience, si vous voulez, de la valeur de ce que j'avais. Moi, je suis pas joueur de toutes les manières, donc l'argent, pour moi, je sais la valeur qu'elle a, et mon éducation aussi me l'a apprise. Mais c'est pas parce que vous avez beaucoup d'argent, vous en avez plus beaucoup, que vous devez perdre cette notion. J'avais la valeur. Oui, non, j'ai toujours gardé cette valeur, absolument. Je pense que c'est les gens autour de moi qui l'avaient pas. J'ai envie de même vous dire, vous savez, je crois que à ce moment-là, la seule personne de mon entourage qui n'a pas changé, c'était mes chiens. Ouais. Et je crois que c'est encore plus vrai quand on devient célèbre. C'est encore autre chose, la lumière. Comment on vit, Grégory, quand on a autant d'argent sur le compte? Est-ce que
Est-ce qu'on regarde la fin du mois? Est-ce qu'on regarde le prix des choses au supermarché? Vous avez répondu partiellement en disant que vous aviez encore la valeur, mais est-ce que finalement, on regarde pas, quoi? C'est pas moi, ce que je regardais, c'était ma montre et me dire quand ça va s'arrêter. J'avais très peur que Vous avez le souci je de la savais que fin, je savais que ça allait s'arrêter de manière que ça pouvait s'arrêter de manière dangereuse, brutale, c'est-à-dire par la justice. Mais ce que je ne savais pas, c'était à quel moment et de quelle manière. Mais je savais qu'à un moment donné, tout ça, ça allait s'arrêter. Pourquoi quand on parle d'argent et quand on gagne de l'argent, pourquoi on n'arrive pas à s'arrêter? Pourquoi Elon Musk, ou d'autres, qui est milliardaire, pourquoi il ne s'arrête pas? Pourquoi il ne se met pas dans son canapé à manger des chips? Pourquoi vous ne vous êtes pas arrêté plus tôt? C'est la question aujourd'hui que je me pose. C'est le roi Salomon, il disait « Heureux est l'homme qui sait se contenter de ce qu'il a ». Et ça, c'est... Enfin, je trouve que c'est une adage qui est magnifique. Vous savez, si j'étais le 5e homme le plus riche du monde, vous me poserez la question, certainement, vous êtes le 5e, et la 4 devant vous, qu'est-ce que ça vous fait? Moi, je vous aurais répondu, ouais, mais derrière moi, il y en a 7 milliards. Vous voyez? Donc ça revient à ça, quoi, de savoir apprendre à se contenter de ce qu'on a. Et dans ma période dite de folie, la carbone et compagnie, c'est un engrenage, quoi. C'est un truc... Enfin, surtout le carbone, c'était tellement... En plus, carbone, quand tout était en place, c'était tellement facile d'acheter tous les jours, de revendre. Ça allait tellement vite. Pourquoi vous vous arrêtez? Vous voyez votre compte bancaire gonfler, et pas artificiellement. Hein. Il gonflait pour de vrai, quoi. Vous voyez, boum, boum, chaque jour, 100 000, 500 000, 1 million de plus. Moi, je gagnais officiellement en tant que broker sur les matières premières, en commodities. Je gagnais officiellement entre 80 000 et 100 000 euros par jour des jours d'ouverture des marchés, du lundi au vendredi. Mais j'étais pas heureux. Ça me rendait pas spécialement heureux. J'étais toujours en stress. Parce que moi, je connaissais la réalité de ce que je faisais. Je me prenais pas pour un autre, vous voyez. Et justement, à aucun moment vous vous êtes dit allez, c'est bon, j'en ai assez pour moi, pour les générations qui arrivent. À aucun moment vous vous êtes dit je me retire et j'arrête d'avoir peur, quoi. Si, c'est ce que c'est ce que je faisais un peu sur la fin, mais j'ai été rattrapé par la justice, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, par les affaires qui n'étaient pas les miennes. Et les affaires qui n'étaient pas les miennes m'ont ramené sur des saisies de ce que j'avais fait, ce que j'avais monté aux quatre coins du monde, mais c'était pas, si vous voulez, les saisies qui ont été faites, c'était pas l'acheminement des fraudes pour lesquelles j'étais poursuivi, enfin des escroqueries pour lesquelles j'ai été poursuivi. Vous vous étiez fixé un montant? Non. Non. Je m'étais plutôt fixé une période, une date, un calendrier. Je vais à telle période, j'arrête, je fais autre chose. Et malheureusement, j'ai pas pu l'atteindre, j'ai été arrêté avant. C'était quoi votre mode de vie? Est-ce que c'était je flambe et je me fais voir? Est-ce que c'était rangé? Est-ce que vous avez changé carrément votre mode de vie? Comment vous viviez? J'étais très discret, mais je vivais toujours dans tout ce que je faisais dans l'excellence. Tout ce que je pouvais posséder, aussi bien matériellement que immatériellement, comme le choix des restaurants, ma façon de me déplacer, de voyager. C'était toujours dans l'excellence. Bon, si je devais prendre l'avion, je prenais une première classe, parce que bon, pour aller à Los Angeles, un jet privé, c'est pas très confortable finalement. Mieux vaut la première classe d'Air France, ça je peux vous le dire. Notamment pour le service à bord et le confort même que l'avion lui-même peut vous apporter. Qu'est-ce que je peux vous dire? J'avais les plus belles voitures du monde, les plus beaux objets, les plus belles montres, les plus beaux vêtements qu'on peut s'imaginer, puisque j'ai fait privatiser plusieurs fois, à plusieurs reprises, la maison Hermès rue du Faubourg Saint-Honoré. Bon, on disait que c'était pour ma femme, mais c'est pas que pour ma femme, bien évidemment, pour moi aussi, je me suis fait plaisir. Dans tout ce que je faisais, dans tous les domaines qui me touchaient, qui m'impactaient, je visais toujours le summum de l'excellence de ce qui pouvait exister.
Est-ce que vous étiez plus heureux que votre vie d'avant? Moi, j'ai toujours, si vous voulez, j'ai toujours gagné beaucoup d'argent depuis l'âge de 24 ans. Si vous voulez, l'année du carbone, ça a été ma chute. Parce que les années précédentes, je gagnais dans la téléphonie mobile pendant des années. Je vivais très très bien. Je roulais en Ferrari, en ce que vous voulez. Enfin, je me privais de absolument rien. Au lieu de gagner des dizaines de millions, voire plus, j'en gagnais. Mon unité de mesure à cette époque-là, c'était des millions. Donc, si vous voulez, ma vie, elle n'avait pas beaucoup changé. Mais là, le carbone, ça a été une période où on a gagné beaucoup d'argent, énormément, très 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 vite. Mais ça n'a pas duré puisque la chute a été rapide, les saisies ont été conséquentes, énormes. J'ai envie de vous dire, moi, ce que je disais toujours aux gars en prison, je fais quand vous faites des conneries dehors, enfin, je parlais avec ceux qui étaient là principalement pour des problèmes d'argent parce que 90% des détenus, en fait, des fois, je m'amusais à les observer, ils sont toujours là. La finalité, le leitmotiv, c'est l'argent. Chacun y arrive comme il peut. C'est-à-dire, il y en a qui vont braquer des banques, il y en a qui vont escroquer des sociétés, il y en a qui vont faire des détournements, des hackings, vous voyez, chacun il y arrive comme il peut, mais la finalité, c'est d'avoir de l'argent. Et moi, le conseil que je leur donnais, si ça devait en être un, je leur dis, quand vous prenez la décision de faire des conneries dehors, déjà, premièrement, il faut pouvoir l'assumer. Et deuxièmement, si vous êtes prêt à l'assumer, il faut penser au rapport qualité-prix. Qu'est-ce que c'est le rapport qualité-prix? C'est ce que la connerie que vous allez faire va vous rapporter en argent par rapport en année de prison. Pour vous donner un exemple, là, il y a quelques jours, on a braqué Chanel. Oui, rue de la Paix à Paris. Ouais. Okay. Apparemment, ils étaient 4. Enfin, visuellement, c'est ce qu'on a vu. On a peut-être d'autres en dehors, en back-office, on ne sait pas. Ils ont volé pour entre 2 et 3 millions d'euros de bijoux. Les maisons comme Chanel, comme toutes ces grandes maisons-là, ils ont un système où il y a un marquage au laser qui est quasi invisible dessus sur les bijoux. Ça veut dire que les bijoux, dès qu'ils sont volés de la manière dont ils l'ont fait, c'est avec violence, avec des armes en plus, des armes lourdes, ça vaut à peine 10% de la valeur sur le marché. Ça veut dire qu'on est en train de parler de 200-250 000 euros. Ils sont 4, apparemment, que 4, peut-être plus. Ils risquent une peine à 2 chiffres, ils risquent au moins 15 ans de prison, plus le coût de la préparation que ça a dû leur mettre, le coût des armes qu'ils ont dû acquérir. À la fin, ils ont fait ça pour quoi? Pour 50 000 euros chacun? Vous voyez, c'est ça que je vous parle, le rapport qualité-prix-prison. Ils ont pris des risques, sans parler des risques où ils ont risqué leur propre vie. Ils ont risqué de devenir des assassins, ça aurait pu mal tourner, ils auraient pu tuer des gens. Enfin, tout ça pour 50 000 balles chacun. Enfin, c'est pas intelligent du tout, excusez-moi. Il y a un sondage qui dit, que j'ai lu il n'y a pas longtemps, que plus de 60% des Français, le rêve de plus de 60% des Français, c'est d'être riche ou d'avoir de l'argent. Psychologiquement, comment vous expliquez cette course à l'argent comme ça? Pourquoi? Parce qu'ils pensent que l'argent, ça fait le bonheur de tout. Parce qu'on vit dans une société aujourd'hui, je ne suis pas d'extrême gauche du tout, hein, je ne parle pas du tout comme un communiste ou quoi, pas du tout, loin de là. Mais les gens pensent, avec surtout les réseaux sociaux, les influenceurs, Dubaï, enfin toutes ces conneries, moi ça, je trouve ça complètement nul, je trouve ça tellement artificiel. Ils pensent que c'est ça d'être heureux. Alors que je vous promets que c'est à moi la manière dont j'ai vécu ce que m'a appris la prison, c'est de me réjouir de peu de choses. Quand vous êtes en prison et que via l'aumônier israélite, vous recevez de la viande ou des merguez, j'étais super heureux le soir de pouvoir manger un plat de merguez quand les autres ils mangeaient la gamelle. Vous voyez, alors qu'est-ce que ça vaut une demi-livre de merguez, ça vaut rien, vous voyez. Et si vous voulez, tout ce que j'ai vécu m'a appris j'ai appris à me contenter et à être heureux de peu en fait, et de savoir relativiser les choses. Et où pouvait être le bonheur. Comme tout à l'heure, je vous ai évoqué l'histoire de la montre Patek Philippe. Voilà, une montre à 60 000 euros qui vaut peut-être 10 fois plus en sortant du magasin. Ça m'a procuré aucune émotion. Mais vraiment. Hein. Ça, c'est la leçon, entre guillemets, que vous avez tirée de cette histoire, de se contenter finalement de ce qu'on a, c'est ça? Pas que la leçon, d'une part, bien sûr. Et peut-être je dois remercier la justice pour ça, qui est passée par là. Le travail que j'ai fait sur moi-même et la maturité, tout simplement. Quand on arrive à un certain âge, même si je ne suis pas encore totalement vieux, en prison on m'appelait l'ancien.
Mais on acquiert une maturité qui fait qu'on s'aperçoit. Et des fois, vous savez, je rentre dans des endroits, comme là, ici, là, dans la Palace, il y a des jeunes qui arrivent, ils ont des super montres, des super nanas, enfin tout qui brille. Ils n'ont pas encore compris que c'était pas le plus important, tout ça. Si vous deviez me donner un sentiment quand il y a un virement sur votre compte astronomique, qu'est-ce que vous ressentiez en un mot? Après vous développerez, Alors, mais c'est quoi sûr. l'adjectif? Au début, ça procure une certaine joie et vous réfléchissez en ce que vous allez pouvoir vous acheter avec. Enfin, à l'époque, moi c'est comme ça que je réfléchissais. Et puis après, quand c'est tous les jours ou plusieurs fois par jour, moi j'avais la tête très froide. C'était les autres qui l'avaient pas pour moi, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, le seul qui n'a pas changé, les seuls qui n'ont pas changé, c'était les chiens. Bah, moi c'est ma personnalité aussi. Hein. Je gardais la tête froide, ça me faisait plus rien. Je disais bon bah tant mieux, qu'il y ait un zéro de plus ou pas, parce que ma vie c'était la même quoi. J'allais, je sais pas comment vous dire. Moi je suis pas quelqu'un qui ait des vices de vie. Je n'ai jamais joué au casino ni aux cartes. Je connais pas la valeur des cartes. Vous voyez, on joue à la bataille vous et moi. Je sais pas si c'est le roi qui bat la reine ou la reine qui bat le valet. Enfin, vous voyez, j'ai pas la notion de la valeur des cartes. Je me suis jamais drogué, je bois pas d'alcool, je fume pas. Si vous voulez partir en vacances avec moi, vous allez peut-être vous faire chier même, je vous dis sincèrement. J'ai une vie très saine, j'ai toujours eu une vie excessivement saine. Et ça m'a permis, d'ailleurs regardez même les gens quand je leur dis j'ai fait 5 ans de prison, ils y croient pas, mais non mais les mecs ils sortent de prison, ils sont édentés, ils ont la peau abîmée. Ben, moi j'ai tenu, j'ai résisté pour pas plonger, prendre des médicaments, des choses comme ça, vous voyez. Il y a un moment j'en avais besoin parce que j'ai souffert énormément, hein. Mais j'ai réussi à tenir. Vous savez la force d'un homme, j'ai envie de vous dire, c'est pas de donner des coups de poing, savoir se bagarrer. Je pense que c'est de savoir encaisser les coups de la vie et de rester debout et de continuer à avancer. Est-ce que vous pensez avoir réussi? Pas encore, non. Alors c'est quoi pour vous la définition de la réussite? D'être heureux, de se réveiller le matin et d'être heureux. Même si je le suis plus que je ne l'étais, je ne le suis pas encore totalement. Aujourd'hui, voilà, ma crainte aujourd'hui, c'est la santé de mes proches. C'est quelque chose que je ne peux pas maîtriser, avec même si il me restait les milliards du carbone, c'est quelque chose qu'on ne peut pas acheter. Et plus personnellement, pour moi, ce qui me fait peur aujourd'hui, c'est pas de retourner en prison, parce que j'ai aucune raison, je suis totalement dans les clous aujourd'hui, mais c'est par exemple la carrière artistique que j'essaye d'entreprendre, que ça ne fonctionne pas. Vous avez perdu beaucoup d'argent? Parce qu'on parle tout le temps des gains, mais jamais des pertes. Oui, absolument. On m'a saisi énormément d'argent. J'ai payé des cautions très lourdes. J'ai payé aussi énormément d'avocats. Mais vous savez, je vais vous dire, les gens en général, vous allez comprendre le ratio. Quand vous gagnez 1 million, les gens parlent, ils disent que vous en avez gagné 100. Par contre, quand vous avez réellement perdu les 100, ils disent que vous en avez perdu qu'un. Vous voyez, donc quoi qu'il arrive, on est toujours dans la démultiplication de la réalité, mais pas dans votre avantage à vous, dans l'avantage des gens qui affabulent sur vous. Mais ça fait partie du jeu. Hein, mais vous êtes dans cette position qu'être à la rue, hein, j'ai envie de vous dire. Est-ce que vous avez quand même eu l'occasion de vous mettre à l'abri? Est-ce qu'aujourd'hui vous vivez bien? Comment c'est quoi votre vie aujourd'hui financièrement? Écoutez, j'ai pas envie de répondre en langue de bois. C'est pas du tout mon truc. Mais j'ai envie... je pense que la réponse, vous allez la voir dans la suite du film. Le jour, elle verra le jour. C'est en projet? C'est en projet, ouais. Je pense que vous allez voir, vous allez apprendre beaucoup de choses. Parce que la question qui revient tout le temps, la plus posée, et celle qui a mieux marché sur Instagram, pour moi, c'était... où est le pognon? Où il est passé? Qu'est-ce que vous en avez fait? C'est vrai qu'on ne peut pas imaginer qu'un homme aussi intelligent que vous ne s'est pas mis à l'abri quelque chose. C'est pour ça, je pense que vous aurez une réponse dans le... Donnez-nous une petite exclue. Non, j'ai envie de vous dire, pour l'instant, il me reste des souvenirs, des bons souvenirs, des moins bons aussi. Parce que la prison, c'est pas un bon souvenir. Mais en termes d'argent, je veux pas faire langue de bois. Laissez la surprise au public. Ok, très bien. J'ai entendu dire dans une interview que vous étiez au chômage. Oui.
C'est encore le cas? Oui, parce que les contrats que j'ai démarrent à partir de la rentrée. Donc pour l'instant, oui, je suis toujours inscrit chez Pôle emploi, oui, absolument. Mon avocat, il aime plus que je le dise. Je vous le dis, il m'a dit, ouais, arrête avec ça, tout ça. Mais Avec le chômage? ouais, mais c'est vrai. Et même pour Pôle emploi, je l'ai déjà dit, je suis une vraie galère pour eux. Parce que si vous voulez, dans ma condamnation, tout ce que je savais faire depuis mon adolescence, j'ai plus le droit de le faire. J'ai plus le droit de gérer une entreprise, j'ai plus le droit d'administrer une entreprise, j'ai plus le droit de faire de commerce. En France, en tout cas, bon, pour l'instant, moi je suis en France, j'ai pas le droit de sortir de France. Ah, vous avez encore pas le droit aujourd'hui? Oui, encore plus pour longtemps. D'accord. C'est bientôt fait, la mesure se termine bientôt. Donc si vous voulez, j'ai pas fait d'études, moi je dis toujours, j'ai bac-3, j'ai pas de formation. Qu'est-ce que vous voulez faire de moi? Enfin, Pôle emploi ne sait pas quoi faire de moi. C'est quoi vos relations aujourd'hui avec vos proches? Est-ce que, je sais pas, parents, filles, ex-femmes, femmes, est-ce qu'ils vous en veulent? Est-ce qu'ils vous ont dit un jour, t'as fait le con? Oui, bien sûr qu'ils me l'ont dit. Aujourd'hui, il y a un côté admiratif. Pas de ce que j'ai fait, mais de la manière dont j'essaye de m'en sortir. Netflix nous a énormément aidés. Hein. Enfin, c'est pas que Netflix, c'est le succès. Le public, l'intérêt des médias pour cette histoire. Ça aide à que les gens puissent me dire aujourd'hui, finalement, tu es en train de prendre tout le monde à revers. Mais moi, la dernière fois que j'étais en détention, la dernière période qui a duré à peu près 18 mois à Paris, à la prison de la Santé, déjà, un truc assez surprenant, c'est que je me suis rendu le 6 février 2019. J'étais en cavale à Paris d'ailleurs. Et le teaser qu'on a tourné pour Les Rois de l'Arnaque ici, c'était en décembre 2018. J'ai tourné en cet hôtel-là, dans une suite. J'étais en pleine cavale parisienne. Le premier jour, quand j'ai pris la décision de me rendre, le 7 février, première promenade à la prison de la Santé, pas loin d'ici, hein, on est vraiment pas loin d'un arrondissement d'ici. Il faisait très beau, le ciel était bleu, il y avait un soleil éclatant. J'ai regardé le ciel, j'ai mis le pied dans la promenade et j'ai dit ça y est, je suis libre. Pour moi, c'était toute la pression. C'est fini, quoi. Ouais. Qu'est-ce que vous ont dit les politiques à ce sujet-là? Est-ce que vous les avez rencontrés déjà? Qu'est-ce qu'ils en pensent de ça? Alors, écoutez, j'ai un documentaire en ce moment qui est en train d'être tourné sur moi. Et il y a des séquences qui ont été tournées pendant le meeting de Macron. C'était qu'en mois d'avril. Le grand meeting qu'il a fait à l'Arena de la Défense. D'accord. Grand meeting. Et j'étais dans le carré au cœur du gouvernement et j'ai parlé avec pas mal de gens du gouvernement, dont Éric Dupond-Moretti, qui était mon avocat à une certaine époque. J'ai parlé avec Éric Woerth, qui était le ministre des Finances, ou je ne sais plus quel poste il avait. Il y avait lui et Lagarde qui se partageaient Bercy au moment du carbone. Il s'est rappelé de moi, bien évidemment. Je parlais avec Darmanin. Parce que ce qui m'a étonné, c'est qu'ils me connaissaient tous. Oui, comment ils vous voient, ces politiques, alors? Est-ce que c'est l'escroc qui nous a bien enfilé ou pas du tout, justement? Alors écoutez, j'ai fait 7 avous au mois de décembre dernier. Et à ma droite, en face de moi, j'avais Patrick Cohen et Pierre Lescure. Et à ma droite, il y avait Jules Ferry, ancien ministre de l'Éducation nationale, ouais. sous Sarkozy, Ouais. qui était ministre à l'époque du carbone. Et il me regardait avec beaucoup de condescendance quand je parlais, quand je m'exprimais sur ce que j'ai fait. Et j'attendais qu'une seule chose, c'est qu'il me dise un mot, parce que j'allais lui dire, monsieur le ministre, ça s'est passé, je vous rappelle, ça s'est passé quand même sous votre gouvernement. Vous n'avez rien vu. Ouais. Et il n'a rien dit. Bon, regardez, il n'a rien dit, ça s'est très bien passé, tout le monde a été bienveillant avec moi. Et je crois aussi, une des raisons pour lesquelles j'ai beaucoup de bienveillance, et je remercie tous les gens d'ailleurs qui sont bienveillants avec moi, c'est parce que je reconnais totalement mes fautes. Je reconnais que j'ai merdé, que j'aurais pas dû le faire, que si c'était à refaire, je le referais pas. Et ça parle aux gens, vous voyez. Ils n'ont pas l'habitude d'entendre ça, parce que les Français, en général, c'est, comme on dit souvent, c'est des coqs. Ils sont toujours fiers, et quand ils se font attraper la main dans le sac, ils veulent jamais avouer. Moi, j'ai pas été éduqué comme ça. Ouais. Toute dernière question, vous parlez d'une montre Patek tout à l'heure. Ouais. Aujourd'hui, vous avez quoi comme montre? Vous n'êtes pas obligé de répondre. Alors, je vais vous dire, j'ai une montre au poignet, j'ai une Vacheron Constantin. Très grande marque aussi. C'est la montre
que mon épouse m'avait offert, ma première épouse, quand je me suis marié en 1995. Voilà, la montre, elle a 27 ans. Là, ouais, c'est ça. Merci beaucoup. On se retrouve. On n'a pas parlé de quelque chose de très important, Grégory, votre futur. C'est quoi les projets maintenant? Vous me parlez de théâtre, vous me parlez de livres, de suites de films. Expliquez-nous tout. Alors, je vous explique. Alors, il y a plusieurs choses. J'ai signé chez un éditeur célèbre ma biographie que je suis en train d'écrire, qui va sortir début octobre, je pense. J'ai aussi signé pour un seul en scène au Théâtre Apollo, où je serai en scène à partir du mois d'octobre à Paris. Mon producteur, c'est Philippe Delmas, qui m'a fait totalement confiance. Je suis mis en scène par Alain Dejoie, dit Papy, qui est notamment metteur en scène, qui a été metteur en scène de Jamel Debbouze et de plein de gens qui font du stand-up très connus. Vous allez entrer dans les coulisses, notamment de l'affaire, etc. Absolument. Je vais expliquer pendant près d'une heure exactement le mécanisme. Je vais décortiquer le mécanisme pour que le public puisse se faire leur propre opinion de ce qui s'est passé. Et après, ils se diront est-ce que ça méritait autant de sanctions aussi lourdes soient-elles. Le public aussi aura la possibilité à la fin, il y aura le dernier quart d'heure de poser toutes les questions qu'ils veulent, mais vraiment toutes les questions sur tous les sujets. J'aurai pas de langue de bois comme j'en ai pas eu avec vous aujourd'hui. Super. Donc ça, donc le spectacle. J'ai un documentaire aussi qui est en train d'être filmé sur moi qui sera pour une plateforme. J'ai l'adaptation de mon livre qui va être aussi faite aux États-Unis où je vais avoir une promotion là-bas. Et également avec plusieurs producteurs en gestation la suite des Rois de l'Arnaque. Où là, je vais révéler certaines choses. Ouais. Voilà, on parlait de ça tout à l'heure. On attend tout ça avec impatience. Moi, à titre personnel, je lui ai dit, je le dis au micro, je viendrai vous voir à l'Apollo à partir d'octobre. Merci. Parce que ça m'intéresse, même si on en a su beaucoup aujourd'hui. Je pense qu'il y aura d'autres exclus dans le spectacle, évidemment. Hein. Donc moi, à titre perso, j'irai le voir et je vous encourage aussi à aller le voir si vous êtes sur Paris ou si vous êtes de passage sur Paris à l'Apollo Théâtre. Merci encore, Grégory. Merci de m'avoir l'intérêt que vous me portez. Je remercie toujours parce que je m'étonne moi-même de susciter l'intérêt. Avec grand plaisir et on se retrouve bientôt avec de nouvelles personnalités et un nouveau podcast et maintenant les vidéos sur YouTube. À très vite. Vous pouvez écouter en exclusivité le témoignage complet de Grégory Zaouy sur le podcast. Eh oui, Coulisses Réussite, le podcast sur toutes les plateformes d'écoute que vous connaissez. Coulisses Réussite, tout simplement, vous tapez ça sur Deezer, Spotify, Google, peu importe, vous trouverez le podcast avec les témoignages complets. N'oubliez pas aussi de nous rejoindre et de me rejoindre sur les réseaux sociaux. Johan de Palma sur Instagram, Johan-de Palma et sur tous les autres réseaux. Merci à vous de vous abonner, c'est très important. Si vous avez aimé, pouce bleu et soutenez-moi, soutenez la chaîne et soutenez le podcast, soutenez Coulisses Réussite. Merci à vous.